Chopra, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Livre Noir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes géopolitologue et vous allez nous parler bien sûr de ce qui s'est passé aujourd'hui, un des événements majeurs, je pense, de ce début du XXIe siècle. En effet, c'est au cœur de la nuit, donc autour de 3 heures du matin, que Vladimir Poutine s'est adressé à la nation russe pour annoncer le déclenchement d'une opération militaire en Ukraine. Alors, à l'instant, l'ambassadeur de France en Ukraine a déclaré qu'on n'avait pas connu une telle agression, une agression d'une telle ampleur, surtout depuis 1939. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos ? Alors oui, nous vivons des heures effectivement très graves pour l'Europe, pour les équilibres européens. C'est incontestablement une intervention russe massive qui est en cours, qui a commencé cette nuit. C'est un événement qui va bouleverser sans doute durablement la géopolitique de l'Europe. Personne ne pourra le nier, c'est évident. Maintenant, c'est un peu comme dans les séries de Netflix. Pour comprendre la saison en cours, il faut avoir vu ou entendu au moins ce qui s'est passé dans la saison 1, 2, 3, etc. Donc cet événement géopolitique considérable, il est la résultante de dynamiques géopolitiques anciennes, post-1990, qui sont en cours et qui, malheureusement, se déploient de manière dramatique aujourd'hui avec cette intervention incontestablement de grande ampleur. Maintenant, est-ce que on peut dire que c'est quelque chose d'aussi de très très considérable par rapport à 1939 ? Je pense qu'il y a une part quand même d'excès dans cette analyse, qui est peut-être due à l'émotion générale que suscite cette intervention. N'oublions pas qu'il y a eu des guerres en Europe après 1990. Ça a commencé même très tôt dès l'effondrement de l'URSS avec l'effondrement de la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, qui a donné naissance à de nouveaux États. Donc la carte de l'Europe, la carte des frontières et des États a été modifiée dès 1990 et ensuite en plusieurs phases, puisque en 1999 il y a eu Kosovo. Et donc nous avons de façon régulière vécu des crises importantes en Europe. Ça n'est pas nouveau depuis la fin de la bipolarité entre l'Occident et le monde soviétique et post-soviétique. Alors, nous allons parler des dynamiques que vous avez évoquées, de l'historique de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, de ces relations très compliquées entre ces deux pays. Nous allons aussi, bien entendu, parler de ce qui va se produire dans les jours, dans les semaines, dans les mois, peut-être les années à venir, aussi bien sur le plan militaire, diplomatique, sur le plan justement des rapports de force, bien sûr, pas seulement entre la Russie et l'Ukraine, mais au-delà, entre l'Occident et les autres forces en présence. Mais j'aimerais que l'on commence déjà par un état des lieux. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est aujourd'hui, 24 février, 18h05, après moins d'une journée d'engagement militaire ? Alors, militairement parlant, c'est une opération de grande ampleur qui frappe une grande partie, voire la totalité du territoire ukrainien sur des sites absolument stratégiques sur un plan militaire. L'objectif des Russes, manifestement, est de détruire les moyens de télécommunication des forces ukrainiennes, de neutraliser leur aviation, de neutraliser leur capacité logistique de déplacement de forces. Vous savez qu'une partie des forces ukrainiennes s'était concentrée ces dernières semaines à la frontière justement des oblasts, les fameux districts de Donetsk et Louhansk qui sont autoproclamés indépendants et soutenus par la Russie. Depuis 2014 ? Depuis 2014, on reviendra sur l'historique, mais il faut comprendre qu'il y avait une ligne de contact dans le Donbass, à l'intérieur du Donbass, et que les forces ukrainiennes s'étaient concentrées, et que ces dernières semaines, des pluies de roquettes, beaucoup de roquettes s'étaient abattues sur des populations d'ailleurs civiles du Donbass, venant des forces ukrainiennes, et ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ces forces ukrainiennes sont prises à revers. Elles sont prises à revers parce que ces derniers mois, les Russes avaient amassé des troupes sur les frontières de l'Ukraine au sud, donc la Crimée, au nord, du côté de la Biélorussie, du côté, bien sûr, de la Russie, ça va de soi. Et donc, il y a un dispositif militaire qui est prêt à frapper. Donc, il y a des frappes de missiles, air-sol, il y a des frappes d'aviation, il n'y a pas encore d'entrée des troupes terrestres, d'opérations terrestres,
Mais ça fait penser, si vous voulez, à ce qui s'est passé en 2003 avec l'opération américaine Shock on Oil, choc et effroi, pour parler français, qui visait en fait à créer un choc terrible, un choc quasi émotionnel, et à neutraliser l'armée irakienne. Il me semble, si on veut tenter la comparaison, qu'on peut dire que les forces russes font une démonstration d'ailleurs assez spectaculaire de leur capacité nouvelle, de leur capacité aussi de cyberattaque, parce que c'est l'ensemble des moyens qui est utilisé, et envoie en même temps le signal au monde occidental. Vous savez, l'armée russe, ça n'est plus l'armée soviétique, ça n'est plus seulement une question de quantité. Il y a toujours la quantité, mais il y a la qualité. Nous avons fait des progrès, disent les Russes, dans le domaine des missiles, dans le domaine des télécommunications, dans le domaine des drones, et donc ils sont en train de neutraliser beaucoup des forces ukrainiennes. On va voir comment l'Ukraine, l'armée ukrainienne en tout cas, va réagir. Mais je pense qu'il n'est pas impossible que nous connaissions un effondrement des forces ukrainiennes dans les jours qui viennent face à une opération de telle ampleur. Donc une volonté de sidération de la part de Exactement, Vladimir Poutine. C'est le mot. Un responsable américain a déclaré que Vladimir Poutine souhaitait décapiter le pouvoir de Kiev. Est-ce que vous pensez que c'est en effet son objectif, c'est-à-dire non pas d'occuper l'Ukraine, mais simplement de renverser ce gouvernement pro-occidental de Zelensky à Kiev? Oui, alors il faut comprendre que l'objectif des Russes ces derniers mois, c'était d'obtenir le respect par l'Ukraine des accords de Minsk, et que l'Ukraine n'a pas respecté les accords de Minsk, et c'est une des raisons majeures pour laquelle cette intervention russe est déclenchée. Je pense que Vladimir Poutine a tiré la conclusion que Zelensky, le président russe, n'était pas un interlocuteur crédible, et il y a deux options. Soit par cette opération, il veut le ramener à la table des négociations et obtenir un accord sans les Occidentaux, directement avec les Ukrainiens, confrontés à un rapport de force et obligés de prendre une décision vitale, soit véritablement d'installer un leader pro-russe à la place de Zelensky. N'oubliez pas qu'il y a eu des présidents pro-russes avant le Maïdan. Jusqu'en 2014, jusqu'à Exactement, 2014. jusqu'à la révolution dite de l'Euromaïdan ou du Maïdan, il y a eu Yakunovitch, qui était un président pro-russe, qui n'était pas favorable à l'intégration dans l'OTAN. Et donc, on peut penser que Poutine se dit il est temps d'avoir un pouvoir ukrainien avec lequel je peux discuter de l'avenir, et notamment de la neutralisation, de la non-entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, qui est un point clé pour les Russes. Et pourquoi ? Parce que ça, c'est l'histoire, c'est la profondeur historique. Stratégiquement, la Russie a toujours considéré, c'est vital, si les Occidentaux ne comprennent pas ça, ils ne comprennent rien à la manière dont les Russes fonctionnent depuis toujours. La Russie a toujours voulu un glacis de protection autour d'elle. Et c'est vital. Et donc elle se sent fondamentalement agressée quand elle n'a plus ce glacis. Et c'est le cas depuis l'expansion de l'OTAN à la suite de l'effondrement de l'URSS. Là, j'allais dire que vous exposez les objectifs rationnels de Vladimir Poutine. Est-ce qu'on peut craindre néanmoins une escalade ? Parce que cette attaque est très brutale, les réactions sont très vives, jusque-là, de la part des dirigeants globalement, j'allais dire mondiaux, on va y venir, mais qui ne condamne pas l'agression de l'Ukraine aujourd'hui? Et est-ce qu'il pourrait y avoir une escalade qui nous emmène vers un conflit majeur, peut-être un conflit mondial? Certains parlent de Troisième Guerre mondiale. Vous savez, l'histoire est bien plus complexe et imprévisible que la géopolitique peut le dire. La géopolitique manie des intérêts, comme vous l'avez dit, rationnels. On peut penser que, compte tenu des intérêts, etc. L'histoire, elle est faite aussi d'émotions, elle est faite de sentiments d'humiliation, elle est faite d'arrogance, elle est faite de toutes sortes de comportements des acteurs historiques qui peuvent contribuer à faire dégénérer une situation. Et qui peut aujourd'hui raisonnablement dire que nous ne risquons pas d'aller vers une troisième guerre mondiale. Je n'en sais rien, mais
je ne peux pas prédire ce qui va se passer. L'histoire dépasse toujours les hommes. C'est la règle historique absolue. Ça ne se passe jamais comme ça avait été prévu. Et il y a souvent des enchaînements malheureusement diaboliques. Et c'est pour ça que, bien sûr, que la décision que le président Poutine a prise est une décision grave, parce qu'elle ouvre la voie à un enchaînement qui peut être diabolique véritablement pour l'Europe et pour le monde. Pour autant, il faut comprendre, si on ne veut pas justement entrer dans cet engrenage, il faut comprendre pour quelles raisons et quels sont les buts géopolitiques de la Russie et du président Poutine. Moi, personnellement, quand je lis l'histoire de la Russie, à l'aune de cette histoire, je ne vois pas de projet visant de domination européenne de la part de la Russie. J'y vois une obsession obsidionale, un sentiment d'être assiégé, qui veut garantir un glacis de protection autour de ses frontières. Et ce glacis a volé en éclats à plusieurs reprises avec l'expansion de l'OTAN, et en particulier avec cette possibilité que l'Ukraine avait ces derniers mois de rentrer dans l'OTAN ou de s'approcher d'une militarisation otanienne. Est-ce que vous pensez qu'une conciliation est encore possible à ce stade, maintenant que l'armée russe survole, bombarde l'Ukraine? Est-ce qu'on peut imaginer que les acteurs principaux se retrouvent à une table de négociation où c'est trop tard et il faut imaginer d'autres sanctions? Ce qu'on peut quand même imaginer, et en tout cas espérer, c'est que les acteurs politiques des grands pays aient comme obsession d'éviter une dégradation qui reste jusqu'à une guerre totale, parce que la guerre totale, c'est une guerre nucléaire, et donc c'est une destruction mutuelle assurée. Et partant de là, on peut penser qu'il y a deux possibilités. Soit il y a une volonté de maintenir des relations minimales et donc que des puissances, notamment des puissances de médiation comme la France, jouent leur rôle pour essayer d'amener les acteurs à la table et trouver des solutions. Soit on va vers une nouvelle bipolarité, clairement une nouvelle guerre froide. Vous savez, aujourd'hui, la Russie s'est mise en situation de pouvoir se passer de l'Europe, complètement. C'est ce que nous n'avons pas compris depuis des années. Nous avons pensé que les sanctions mises en place en 2014, qui se sont aggravées, etc., allaient tordre le bras de Vladimir Poutine. En vérité, ça a poussé la Russie dans les bras de la Chine. Les Russes et les Chinois se sont entendus sur de nombreux secteurs. Je ne sais pas si les Français le savent, mais aujourd'hui, il y a un Internet de substitution russo-chinois qui est prêt. Il y a un système SWIFT de substitution russo-chinois qui est prêt. Il y a des unités, des brigades qui comptent plusieurs milliers de personnes de cyberattaques russo-chinoises qui sont prêtes et qui sont prêtes à détruire les systèmes de fonctionnement du monde occidental sur tout un tas de domaines, l'énergie, l'eau, les transports, etc. Donc ce pays, comme la Chine, parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont agressés, se sont mis en position de sortir des éléments clés de la mondialisation à dominante occidentale dans laquelle nous vivons depuis 1945 et en particulier avec une accélération depuis 1990 et la fin de la guerre froide. Alors justement, faisant un état des forces en présence dans les deux camps de cette sorte de nouvelle guerre froide, d'un côté, donc, on a la Russie qui s'appuie sur la Biélorussie, on peut en parler rapidement, qui est un état croupion de la Russie, disons, en tout cas très on va en parler de la Biélorussie, à la Russie. La Chine, vous en avez parlé, mais voilà, sur qui peut compter aujourd'hui Vladimir Poutine? Alors, d'abord, je réfute cette idée selon laquelle, et qu'on entend, pourquoi j'insiste sur ce point, on l'entend depuis ce matin beaucoup, de la part de responsables politiques, d'analystes, il faut isoler la Russie. C'est une illusion de penser qu'on peut isoler la Russie aujourd'hui. Le monde a changé. C'est un monde multipolaire. C'est un monde dans lequel il y a des émergents. J'ai parlé des relations entre la Russie et la Chine qui se sont évidemment renforcées économiquement, stratégiquement. Mais vous savez, il y a aussi des relations historiques importantes entre l'Inde et la Russie. Il y a des relations avec le Moyen-Orient. Certains pays du Golfe entretiennent de très bonnes relations aussi avec la Russie. Il y a une Russie qui se projette de plus en plus, et nous, Français, on est bien placés, malheureusement, pour le savoir, en Afrique. Et donc, la Russie... Précisons, vous pensez à Wagner, j'imagine?
Je pense à Wagner, je pense à la Centrafrique, je pense au fait qu'aujourd'hui la Russie est en train de susciter un certain nombre de changements de gouvernement, y compris par des voies assez directes dans plusieurs pays de notre champ, entre guillemets, d'Afrique de l'Ouest, francophone. Donc voilà, croire que la Russie est, on peut l'étouffer par des sanctions est une illusion. D'ailleurs, si l'on analyse les sanctions depuis 2014, les sanctions qui sont mises en place, elles ont contribué. Alors, certes, elles ne sont pas agréables pour un certain nombre de responsables russes qui ont eu des difficultés à passer leurs vacances en Europe, mais je dirais que ces responsables peuvent les passer maintenant en Crimée, ils peuvent les passer dans d'autres zones du monde. Donc, les sanctions ont renforcé l'agriculture russe. Les sanctions ont renforcé un certain nombre de secteurs économiques. Et si nous allions jusqu'à des sanctions ultimes, les sanctions ultimes, c'est de couper SWIFT. Mais, je le disais tout à l'heure, ils ont mis en place un système alternatif et certainement, ils l'amélioreraient. Donc, je pense que c'est une erreur d'entrer dans la spirale des sanctions. Ça ne fait que renforcer l'idée chez les Russes qu'il faut se retourner vers la Chine. Et si l'on a un minimum de bon sens, on sait que c'est une erreur majeure pour le monde occidental que de renforcer la relation entre Moscou et Pékin. À long terme, le géant mondial qui peut renverser la table, c'est la Chine. C'est la Chine avec ses 1,3 milliard, avec son développement économique. C'est la seule puissance qui est capable de ravir aux États-Unis le rang de numéro 1 mondial économiquement et d'atteindre son niveau militairement dans les 20 ans à venir. Donc, je crois qu'il faut qu'on garde raison et qu'on se dise de quelle façon on sort de ce conflit et on amène Vladimir Poutine et ses proches à limiter leurs buts de guerre et à s'assurer que ces buts de guerre, évidemment, soient limités. En particulier, le maintien et la sécurité de nos amis polonais, de nos amis membres de l'Union européenne et ex-pays qui étaient soviétisés. Est-ce que Vladimir Poutine avait imaginé que l'Allemagne le lâcherait à ce point, entre guillemets, puisque peut-être la croyait-il soumise au gaz russe? Je pense à plusieurs pays européens qui sont très dépendants de l'énergie, en particulier du gaz russe. L'Autriche, je crois, 100%. L'Allemagne à 70% ou quelque chose comme ça. Et plusieurs pays, l'Italie à 30%. Et pourtant, l'Allemagne a réagi de façon très vive. Donc, est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine comptait sur une forme de neutralité ou comptait sur l'Allemagne au moins pour être ce que voulait être Emmanuel Macron, c'est-à-dire le pays qui mettrait les belligérants à la table des négociations? Je peux me tromper, mais je pense que Vladimir Poutine est quelqu'un qui a plusieurs scénarios en tête et qui n'a pas tout prévu à l'avance. Il a adapté. Alors je vais prendre un exemple notamment en termes de prospective et je pense à ce qui peut se passer dans ses buts vis-à-vis de la Biélorussie et de l'Ukraine. Pour moi, il y a deux scénarios possibles. Et un premier scénario dans lequel Poutine, en fait, à terme, est déjà en train de négocier l'unification entre la Biélorussie et la Russie. Donc 10 millions de personnes qui viendraient s'ajouter à la démographie russe. Et à cela, si ce scénario est juste, il pourrait considérer qu'il faut intégrer aussi toute une partie de l'Ukraine en mettant en place un leader pro-russe à Kiev et en faisant un référendum qui pourrait aboutir sur toute une partie du territoire, comme en Crimée, à une union. Ça créerait une grande Russie de 200 millions d'habitants, 145 millions, plus 45 millions en Ukraine, plus 10 millions en Biélorussie, une taille critique, une frontière directe avec l'Europe, des années de tensions, des années de guerre froide, mais à la fin de l'histoire, une grande Russie européenne. C'est la première option et je ne l'exclus pas que ce soit le plan de la grande Russie. Mais ce plan, il n'est pas arrivé non plus par hasard. Il est la résultante de la volonté constante des Européens et des Américains d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Deuxième option, qui est plus restreinte, il se dit
Il faut simplement sécuriser le Donbass et en particulier ces oblasts qui sont, je le rappelle quand même, qui ont été bombardés fortement. Et la situation que nous vivons aujourd'hui, dramatique, est la résultante de l'accroissement de la pression militaire des forces ukrainiennes ces dernières semaines, y compris par des bombardements. D'ailleurs, 10 000 morts depuis 2014 10 000 morts, dans le Donbass. Et de nombreux tirs de roquettes. Les forces ukrainiennes, en plus, ont été livrées en armement. Ça n'a pas amélioré la situation. Et je dirais que là, c'est le scénario... On crée un changement à Kiev pour pouvoir discuter et consolider la partie du Donbass, la partie de l'Est. Mais je ne peux pas trancher aujourd'hui, c'est difficile de savoir quel est le but. Au-delà, je n'y crois pas. Je ne crois pas à une volonté, je ne crois surtout pas à cette caricature qu'on commence à entendre de la part de certains commentateurs qui sont dans le délire. Et ce délire est dangereux, qui consiste à comparer Poutine à Hitler. Ça n'a rien à voir. Poutine n'a pas des buts de guerre d'Hitler. Il n'a pas prévu de dominer l'Europe. Ça, c'est certain. Je n'y crois pas une seconde. Il a prévu de reconstituer un glacis de sécurité pour la Russie, compte tenu de la progression de l'OTAN, compte tenu des projets de transfert d'armement importants du monde occidental vers l'Ukraine. Et il veut arrêter ça. Et c'est la résultante de plusieurs étapes, puisque, vous l'avez dit, ça a commencé en particulier en 2014 avec cet éclatement de la guerre. C'est pas la première fois qu'il y a la guerre entre les forces ukrainiennes et des forces pro-russes. Alors, vous avez dit premier scénario dans les objectifs de Vladimir Poutine, donc cette Russie européenne, cette grande Russie, qui donc agrégerait la Biélorussie et une partie de l'Ukraine. Quels seraient ses autres objectifs potentiels? Alors, pourquoi j'ai dit ça? Ce matin, Poutine a répondu à des commentateurs qui lui disaient « Mais qu'est-ce qui va se passer si nous avons des banques importantes ?» Vous savez que Sberbank, etc., n'a plus l'accès au marché, de la dette. Mais vous savez, je le dis au passage, mais la Russie a 900 milliards de dollars de réserves. C'est un pays qui n'est pas endetté. C'est un pays qui est solide. Et qui a une capacité de résilience très forte parce qu'il n'est pas vraiment intégré au capitalisme mondial, dans le sens où il a des réserves de matières premières considérables et qu'il a aussi des relations, qu'un certain nombre de pays ont des relations de dépendance vis-à-vis de ces matières premières. Je parle du gaz, vous l'aviez dit tout à l'heure, mais personne n'a parlé par exemple du titane. Le titane, on ne peut pas faire d'aéronefs civils, on ne peut pas faire d'Airbus sans titane. La Russie a 80% du titane mondial. Donc vous arrêtez vos chaînes de production Airbus si vous n'avez plus de titane. Il faut quand même le savoir. Le nickel, Norilsk Nickel, c'est 60% du nickel mondial. Vous avez besoin du nickel pour les batteries de voitures. Vous avez besoin de nickel pour faire de l'acier aussi. Donc vous avez quand même une capacité, le fait de se couper de la Russie, ça ne va pas être indolore pour nous, économiquement. Donc il faut réfléchir à tout ça, au-delà de l'aspect purement militaire. Comment les choses peuvent se régler dans les jours à venir? Déjà, dans un premier temps, on entend des sanctions partout, mais comme vous le rappeliez, en fait, l'Union européenne, et d'ailleurs les États-Unis également, ont déjà appliqué de nombreuses sanctions. Jusqu'où aller? SWIFT, c'est le maximum de la sanction. On peut rappeler ce qu'est SWIFT, c'est un mode de transfert d'argent. Oui, bien sûr. Oui. Quand vous faites un virement international, c'est un virement SWIFT. C'est un système de... Quelle est la marge de manœuvre des adversaires, des Occidentaux, pour contrer Vladimir Poutine? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire hors d'une contre-attaque militaire qui serait au-delà de ce que la réponse, à mon avis, est rien sur le plan militaire. Et les sanctions ne servent à rien. Il faut simplement rediscuter avec Poutine sur le but essentiel qui est le sien, qui est la neutralisation et les garanties de non-intégration dans l'OTAN de l'Ukraine. Et s'il attaque actuellement l'Ukraine, c'est parce qu'il pense que les Américains ont justement désinformé, intoxiqué les Ukrainiens en leur faisant croire
le gouvernement ukrainien en lui faisant croire justement qu'il les soutenait, alors qu'en réalité, les Ukrainiens se retrouvent dans la situation des Géorgiens en 2008. Ils n'ont pas le soutien réel des États-Unis. Donc ils ont été simplement excités, poussés par la géopolitique américaine. Ils se retrouvent aujourd'hui en première ligne. Et ce que Poutine veut obtenir, c'est une discussion par le rapport de force, en neutralisant la capacité de défense ukrainienne, en ramenant des interlocuteurs ukrainiens à la table et en disant maintenant on fait comment ? Est-ce que vous rentrez dans une grande Russie ou est-ce que je peux obtenir ma garantie d'un glacis de sécurité qui fera que je suis pas en contact, moi russe, je ne suis pas en contact direct avec les forces de l'OTAN. Parce que tant qu'on n'aura pas compris ça, ce sera un dialogue de sourds. On pourra caricaturer Poutine, dire que c'est Hitler, on peut toujours dire n'importe quoi, mais c'est dangereux de dire n'importe quoi, parce que c'est là où la part d'irrationnel et d'émotion de l'histoire arrive, c'est là où l'orgueil russe peut amener à des réactions plus graves. Je pense donc qu'il faut que la France joue son rôle. La France est une puissance d'équilibre. Elle est là pour essayer de dire, non pas pour additionner sa puissance aux États-Unis, mais pour essayer de ramener ses interlocuteurs à la table des négociations, et notamment sur la question clé de l'OTAN. Alors c'est ce qu'avait tenté de faire Emmanuel Macron. Donc le 7 février, il y a cette fameuse rencontre, cette table immense entre lui et Vladimir Poutine. Il annonce ensuite, c'était le 21 février, qu'il va réussir, enfin c'est l'Élysée qui fait l'annonce, mais qu'un sommet est prévu entre Biden et Poutine. Et puis le Kremlin dément, dit que c'est bien trop prématuré. Sur le plan des relations diplomatiques, en termes de géopolitique, est-ce que c'est un échec d'Emmanuel Macron ? Et qu'est-ce qu'il devrait faire pour reprendre la main sur cette question ? C'était une bonne intention. Il avait raison de vouloir organiser. Il avait raison, on a toujours raison d'essayer de discuter. Le problème, c'est de discuter de quoi ? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de discuter pour discuter ou faire un sommet pour mettre les gens autour d'une table. Il faut, comme on dit, taper dans le bois dur. Le bois dur, c'est la question de l'OTAN. Quand, à partir du moment où on continuait à dire désespérément oui, mais vous comprenez, on ne peut pas interdire à un pays d'entrer dans l'OTAN. Bien sûr que si. Vous êtes membre d'un club, ce club peut décider. D'abord, il y a des vétos, parce que l'OTAN fonctionne sur le principe des souverainetés. Donc, tel et tel pays peut mettre son veto à ce qu'un nouveau membre intègre le club. Donc, c'est tout à fait possible. Il fallait simplement être moins atlantiste, être français au sens gaullien du terme, de l'indépendance de la politique étrangère, et dire nous, Français membres de l'OTAN, on n'accepte pas que l'Ukraine intègre l'OTAN. Point à la ligne. Et d'autres pays nous auraient sans doute suivis sur ce sujet. On n'a jamais eu ce courage, donc c'est un dialogue de sourds. Et les Russes, il faut comprendre ce point de vue, n'ont pas envie de se réunir pour simplement discuter de rien. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, ces sommets ont été un échec. Est-ce qu'une des raisons de cette opération, c'est aussi parce qu'un pays en guerre ne peut pas entrer dans l'OTAN ? D'après, je crois, la charte de l'OTAN, justement, qu'un pays qui est en situation de guerre ne peut pas l'intégrer. Oui, alors que c'est une des raisons de ce déclenchement de... Non, moi je pense qu'en fait, il n'y a pas eu... Alors techniquement, c'est pas faux, mais la vraie raison, c'est que aucune nation européenne s'est opposée à cette volonté géopolitique américaine qui existe depuis 1990, qui s'est traduite par une expansion de l'OTAN en phases successives vers les frontières de la Russie. Personne n'a dit ça suffit, il faut qu'on arrête. Il faut quand même qu'on admette que dans cette progression de l'OTAN, il faut aussi un glacis sécuritaire pour la Russie, parce que c'est une grande puissance et qu'elle a aussi le droit à avoir, je dirais pas sa sphère d'influence, mais ça garantit qu'elle n'a pas des forces de l'OTAN à proximité de sa frontière, parce que c'est toute son histoire. Et vous savez, ça vient tout simplement de ces invasions dans les temps ancestraux, des Gengis Khan, de ces gens qui venaient des steppes, qui déboulaient. Et donc, la Russie, qui certes a un grand territoire, a besoin de cette profondeur stratégique. Mais dans l'histoire, on s'aperçoit qu'elle a toujours réussi à vaincre ses adversaires. Elle a fait échec à Napoléon, elle a fait échec à Hitler. Ça lui a coûté beaucoup. Mais je ne vois pas dans son histoire de projet de conquête de l'Europe.
elle est dans une logique profondément défensive. Mais parfois, la défense, ça consiste à sortir de ses griffes. Moi, je le regrette. Je ne vais pas applaudir telle ou telle intervention. Je ne suis pas là pour ça. J'essaie de comprendre comment les Russes fonctionnent, pourquoi ça se passe et comment, surtout, on peut maintenir la paix et éviter un embrasement général, parce que ce risque existe. Vous savez, il y a toujours des fauteurs de guerre dans ces situations, des gens qui vont défiler sur les plateaux, on en entend déjà. Alors, le plus cocasse, c'est de voir des écologistes comme M. Jadot, qui sont censés être pacifistes et qui expliquent qu'il faut livrer des armes aux forces ukrainiennes, etc., faire la guerre quasi. Oui, notre quasiment. journaliste Maud Kofler était tout à l'heure devant l'ambassade de Russie à Paris, et effectivement Yannick Jadot et Christiane Taubira tenaient des propos très vifs, effectivement presque va-t-en-guerre. Voilà. Pour les gens qui font jamais les guerres, mais qui sont toujours en train de pousser. Alors, on va revenir à la perception que peut avoir la population russe de cette opération, bien sûr ce que peuvent ressentir les Ukrainiens selon la région dont ils viennent, selon qu'ils sont russophones ou ukrainophones. Mais je voulais aussi vous poser la question de l'Union européenne. C'est une fois de plus, tout de même, semble-t-il, un immense échec diplomatique pour l'Union européenne, en tout cas un sentiment d'impuissance de cette Europe qui ne parle pas d'une seule voix. À partir du moment où l'Europe est faite de nations distinctes, avec des intérêts et des identités distinctes, ça n'est pas un objet géopolitique, c'est un objet économique, c'est un objet de commerce qui a d'ailleurs plutôt bien réussi, qui a des accords commerciaux qui fonctionnent, qui représente une véritable puissance économique sur la scène internationale. Mais parler de diplomatie européenne quand vous avez des visions pour les uns extrêmement atlantistes, pour les autres plus préoccupés par la sécurité en Méditerranée, pour les autres, comme la France, normalement plus centrée sur le respect, les équilibres, etc., vous ne pouvez pas aboutir à cette situation. Et d'ailleurs, le drame, c'est que à partir du moment où on retombe dans cette logique d'affrontement, c'est en train de profiter aux États-Unis qui vont renforcer la logique de l'OTAN et l'emprise otanienne sur l'Europe et renforcer cette logique de bipolarité, ce qui est leur intérêt. Donc ils vont vendre plus de matériel militaire à la Pologne, aux pays baltes. Le complexe militaro-industriel américain va fonctionner à plein. C'est beaucoup plus intéressant pour eux en termes de géopolitique d'avoir une bipolarisation et un antagonisme fort entre la Russie et l'Union européenne, et en plus de pouvoir à terme, mais pas tout de suite, exporter du gaz de schiste et envoyer des tankers de gaz liquéfié à travers l'Atlantique. Sauf que ce qu'ont oublié les Allemands, si jamais le gaz est coupé, c'est que ça va mettre au moins 3 ans. Parce que pour faire des terminaux de GNL, etc., en Croatie ou ailleurs, pour amener ce gaz de schiste, on va en avoir des blackouts en Europe et des coupures d'électricité, surtout quand les Allemands ont pensé qu'il fallait se priver du nucléaire. Donc vous êtes dans cette situation qui est assez délirante, où on se tire une balle nous-mêmes dans le pied, en plus, parce que la décision allemande immédiate d'avoir, après le discours, c'était pas l'intervention militaire, après l'intention de reconnaissance des républiques populaires de Donetsk et de Luhansk, l'annonce qui a été faite que le Nord Stream 2 serait suspendu par les Allemands n'a fait que renforcer, c'est évident, Poutine dans son intention d'appliquer son plan de récupération, de reconstitution d'un glacis sécuritaire aux portes de la Russie. Et moi, je penche quand même, si vous me demandez mon avis, j'aime prendre des risques, prendre des risques, donc je vais en prendre un. Je pense que l'objectif, c'est... il est arrivé à la conclusion que la seule façon de stopper l'OTAN, c'était de reconstituer un ensemble avec la Russie, la Fédération de Russie, la Biélorussie, qui pourrait à terme décider, on verra ce que Loukachenko décidera, même si lui-même est très indépendantiste, mais j'exclus pas qu'il y ait une intégration de la Biélorussie, plus d'une grande partie de l'Ukraine, peut-être pas la partie ouest, qui est plutôt anti-russe historiquement. Je rappelle quand même que les divisions SS... de Waffen-SS se sont largement appuyés sur la population des forces de Galicie, de l'Ouest.
Et c'est pas un hasard si Poutine emploie ce vocabulaire qui nous paraît peut-être désuet et excessif, mais de dénazification de l'Ukraine. Tout ça, chez eux, ça veut dire quelque chose. On a affronté les nazis. Une grande partie de ces nazis qui ont commis des exactions étaient recrutés dans la partie ouest de l'Ukraine. Ce sont les mêmes qu'on retrouve dans des forces paramilitaires qu'on a affrontées depuis 2014. Ce sont les mêmes qui sont des nostalgiques qui vont sur les cimetières où vous trouvez des croix gammées. Ce que Raphaël Glucksmann oublie et il ne devrait vraiment pas. Donc, voilà, vous avez cette situation qui est de l'histoire. Les Russes sont marqués par l'histoire. Alors, vous êtes plus de 4000 à nous suivre en direct en ce moment même. Donc, merci à tous. Continuez à commenter cette vidéo. Je lis vos questions et on va venir d'ailleurs à ces questions de ceux qui nous suivent ensuite. Je voulais qu'on continue tout de même d'abord sur la perception du peuple russe face à cette opération. Moi, les contacts que j'ai en Russie me disent, jusque-là, quand Poutine se contentait du Donbass, tout allait bien. Là, il a tout de même pris des risques. Est-ce que la population russe pourrait se révolter? Imaginons des photos de cadavres de soldats russes, ce sont de jeunes gens. Ces jeunes gens ont des mères. Et ça pourrait avoir un effet dévastateur dans la population russe. Est-ce qu'il peut y avoir un retournement contre le président Poutine? Là encore, on peut jamais rien exclure. Moi, je pense que, vous savez, on a entendu que même un certain nombre de proches de Poutine, comme par exemple Lavrov ou Narishkin, peut-être n'étaient pas si d'accord que ça avec la décision de Poutine. Dans ces situations, il y a toujours des gens qui ont des doutes. C'est difficile de savoir qui a des doutes véritablement. Moi, ma conviction profonde, c'est que Poutine n'a pas pris cette décision seul et qu'il a un soutien fort. Alors, fort qui peut être nuancé, des milieux économiques qui ont dû mettre en avant à court terme quand même des difficultés. Et vous savez, la difficulté, à court terme, elle est davantage pour le Russe qui passe ses vacances à Megève et qui pourra peut-être plus les passer, que pour le Russe qui mange des pommes de terre et qui paye en roubles, parce que lui, le fait que le rouble s'effondre, ça ne va pas changer sa vie. Et au contraire, ça va bloquer les importations de produits non russes en Russie. Ça va aussi contribuer à renforcer la capacité d'autonomie de production de la Russie. Bon, donc, oui, bien sûr qu'il y a des millions, il y a des milieux, je dirais, assez occidentalistes que je connais à Moscou, qui ont sans doute peur des conséquences, et tout le monde a peur à court terme des conséquences, parce que les soubresauts économiques, financiers, etc., personne ne peut les négliger. Mais si Poutine a répondu à des gens qui avaient des inquiétudes sur l'avenir de telle et telle banque, que dans 10 ans, on penserait plus au fait que la Crimée est devenue russe, ou que cette partie de l'Ukraine est devenue russe, ou redevenue russe, qu'à ces banques-là que tout le monde aura oubliées, c'est parce qu'il est dans cette idée profonde que l'identité est plus importante que l'économie, et que de toute façon, la Russie a trouvé des solutions alternatives pour l'économie. J'en signale une dont on parle peu. Au mois de novembre dernier, Poutine a fait tout un discours sur l'idée que la Russie allait devenir une très grande puissance agricole dans les années à venir, parce qu'il y a un changement climatique. Je ne parle pas de l'origine anthropique ou non, je dis juste un constat qu'il y a des changements climatiques, avec la possibilité donc que tout un tas de zones qui sont des zones de terres non arables aujourd'hui, gelées, etc., deviennent des zones arables, et donc en Sibérie, en Extrême-Orient russe, des millions d'hectares de terres agricoles. Et il y a un plan pour faire venir des gens du monde entier qui ont des expertises agricoles, en leur disant, si vous venez, vous exploitez ces terres, au bout de 10 ans, donc ces terres vous sont données, au bout de 10 ans, vous êtes propriétaire de ces dizaines et dizaines ou centaines d'hectares que vous exploitez en apportant votre expertise. Parce que la Russie veut être autre chose qu'une puissance exportatrice de gaz et de pétrole, de rente d'hydrocarbures. La Russie veut être une des grandes puissances agricoles de demain. Pas seulement pour le blé, dont on va voir au passage très certainement l'augmentation du prix, à court terme en tout cas. Donc il y a cette idée
qu'en fait, la Russie prépare son avenir dans un monde multipolaire et qu'elle se passe de l'Europe. Et moi, je crois, et ce que je trouve dramatique, c'est que nous avons une espèce d'européocentrisme qui consiste à penser que tout ce que nous décidons, du haut de nos leçons de droits de l'homme, que nous pouvons donner des brevets de bonne conduite à telle ou telle puissance. Alors, c'était vrai à une époque où on pesait fortement et où le monde n'était pas multipolaire. Mais aujourd'hui, très franchement, quand on voit l'importance économique de la Chine, de l'Inde, de pays d'Asie du Sud-Est comme l'Indonésie aussi qui se développe fortement, c'est extrêmement à la fois arrogant, mais surtout dangereux sur un plan, je dirais, géopolitique et géoéconomique, de raisonner comme ça. Malheureusement, c'est le réflexe que nous avons et qu'on voit en ce moment sur les plateaux, puisque tout le monde est en train de, pour simplifier, de dire quelle horreur, Poutine, c'est Hitler et ça. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il a raison ou qu'il devait intervenir. J'essaie de comprendre pourquoi il est intervenu, d'où ça vient, la profondeur historique de tout ça et comment on peut sortir de ce conflit en comprenant ce qu'il y a dans la tête de la stratégie russe. Bref, vous faites de la géopolitique. Voilà. J'essaie. Avant de revenir à l'histoire de l'Ukraine, dernière chose, on nous a annoncé que des troupes françaises étaient déployées à la frontière de la Roumanie et de l'Ukraine, donc côté roumain. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on espère de ce déploiement ? Je ne sais pas, je ne vois pas la logique. Ce qui compte aujourd'hui, ce qui est important pour la France, c'est de s'assurer, parce que vous savez, quand il y a des déclenchements comme ça, pour le coup, la priorité du chef des armées, du chef d'état-major, c'est de se dire, est-ce que la France est prête, si ça dégénérait, à assurer sa sécurité ? La sécurité de la France, c'est pas de faire de la gesticulation en Roumanie pour dire, voilà, nous sommes partie intégrante de ce plan de l'OTAN. La sécurité de la France, c'est d'envoyer le signal que, quoi qu'il arrive, nos forces sont prêtes, nous sommes une puissance nucléaire, nous avons la dissuasion nucléaire, et attention, ne vous trompez pas sur vos buts de guerre. Vos limites doivent être claires. C'est la souveraineté française, c'est la sécurité de la France. Il n'y a pas à transiger sur ça. Et bien sûr qu'il y a des membres de l'OTAN, comme la Pologne, etc. Donc les limites, elles sont là. Maintenant, on est en train de parler d'une zone grise très complexe, qui est un partage d'influence entre l'Est et l'Ouest, qui est l'Ukraine. Ce n'est pas la même chose que de parler de la Pologne ou de parler de la Roumanie. Tous les candidats à la présidentielle en France ont condamné vigoureusement cette agression militaire de la Russie. Je pense à Éric Zemmour tout à l'heure. Je condamne sans réserve l'intervention militaire russe qui a débuté cette nuit en Russie. Bien sûr, Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, qui était relativement complaisant avec le pouvoir russe, a été aussi très martial, disons, dans sa posture. Est-ce qu'il y a une forme d'unanimité parce que personne ne veut prendre de risques ? Comment vous l'expliquez ? Est-ce que c'est sain ? Est-ce que si on n'était pas en campagne, vous pensez qu'il y aurait des propos peut-être un peu plus nuancés ? La première chose que je voudrais dire, bon, je suis géopolitologue, je ne suis pas là pour faire des commentaires sur les positions politiques, enfin des acteurs politiques majeurs dans cette campagne présidentielle que vous avez citée. J'en connais au moins qui a fondé son succès sur l'absence de compromission avec la vérité et avec ses engagements. Et donc, je pense, c'est ce que je pense depuis le début, qu'il faut rester droit dans ses bottes. On a une position géopolitique, on la maintient. Tant que l'intérêt de la France n'est pas en jeu, on la maintient. Après, il appartient à chacun, et je peux comprendre dans une... Vous savez, une campagne présidentielle, c'est aussi, et la politique, ça repose sur l'émotion. C'est facile de donner des leçons quand on n'est pas dedans, en disant, voilà, je fais de la géopolitique, etc. Mais quand vous faites de la politique, vous devez maintenir un électorat, que les gens, dans les heures déjà passées, les heures qui viennent, vont être abreuvés de discours extrêmement agressifs, alarmistes, caricaturaux, c'est compliqué pour ces partis auxquels on a mis une étiquette pro-russe, pour faire simple, ce qui, à mon avis, est totalement injuste, tant pour Mélenchon que pour Zemmour ou Marine Le Pen, qui sont des gens qui sont en fait attachés à la politique étrangère indépendante de la France, pour faire simple, la politique gaullienne. Après, le reste de leur programme, c'est la vie de chacun, mais ils sont attachés à ça. Et donc, je crois qu'il faut rester dans cette logique, quand on a une logique, et comprendre et expliquer
pourquoi tel acteur a décidé de sortir les griffes. Un acteur qui sort les griffes, s'il n'a pas eu de coup de griffe avant, là, c'est un agresseur. Mais un acteur qui, au bout de 20 ans, sort les griffes parce qu'il a vécu des déconvenues successives, des annexions, la création d'États indépendants. Je pense que certains se souviennent de la création du Kosovo, arraché à la Serbie. Alors, vous savez, on ne peut pas dire en tout cas que la Russie... On peut dire ce qu'on veut sur la Russie, mais on ne peut pas dire que la Russie est la puissance qui est en train de défaire la carte de l'Europe. Ces grandes manœuvres de reconfiguration de la carte de l'Europe, elles ont commencé à l'initiative de Washington dès 1990, dans la suite de la défaite géopolitique russe qui était l'effondrement soviétique, avec aussi la géopolitique allemande dans les Balkans. C'est la résultante de ça. Et donc, il y a eu une nouvelle carte qui s'est mise en place. Les Russes se disent, puisque les Américains se sont affranchis aussi du statu quo et du droit international, pour quelles raisons, nous, on devrait s'en affranchir si on n'entend pas nos préoccupations stratégiques? C'est pas dire « je suis avec les Russes » que de dire ça. C'est juste comprendre ce que attend un acteur géopolitique pour pouvoir éviter le pire, c'est-à-dire la guerre. Parce qu'on est en train de parler d'une puissance nucléaire. Et moi, je n'aime pas beaucoup l'idée que cette puissance nucléaire, dans les années qui viennent, devienne l'allié d'une autre puissance nucléaire qui s'appelle la Chine. Pour moi, c'est une préoccupation bien plus grave pour l'avenir de mes enfants que de savoir si l'Ukraine, et j'ai beaucoup d'affection pour le peuple ukrainien et son souci de liberté, mais comme il y a des soucis de liberté différents, il y a le souci de liberté des populations de l'Est qui veulent parler russe, qui veulent être respectés dans leur russité, voilà, et les autres aussi, les autres qui ne sont pas pro-russes et qui veulent aussi exister autrement. Parlons d'Ukraine. Vladimir Poutine a rappelé que l'Ukraine avait été créée de toutes pièces par Lénine en 1917, enfin en 2 étapes, en 17 et début 18, il me semble, et donc en quelque sorte c'est un État récent. L'Ukraine, c'est aussi le berceau symbolique de la Russie. Il me semble, mais dites-moi si je me trompe, que le drapeau russe et ses 3 couleurs, bleu, blanche et rouge, sont symboliquement la Biélorussie blanche, la Russie... On l'appelait la Russie blanche. Rouge, voilà, bien sûr, et le bleu de l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement, nous dessiner un peu ce qu'est l'Ukraine et puis ce qu'elle peut représenter dans la tête d'un Russe? Mais vous savez, les peuples résonnent beaucoup. Un peuple, une identité, c'est souvent une civilisation et une langue. Et donc l'orthodoxie, la langue russe, il y a cette fraternité entre ces populations que l'histoire a parfois réunie dans une grande Russie ou dans l'Union soviétique, et que l'histoire a séparé en 1990 parce qu'il y avait l'effondrement de cet empire à dominante russe qui était l'empire soviétique. Maintenant, l'identité des peuples, leur sentiment d'appartenance, de proximité, il se maintient à travers l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la réaction de la Russie à l'ensemble de ces défaites géopolitiques depuis 1990 va être possiblement de reconstituer une grande Russie qui comprendrait 200 millions d'habitants avec la Biélorussie et la Fédération de Russie actuelle et bien sûr toute une partie, je ne dis pas la totalité, mais toute une partie de l'Ukraine. Alors j'entendais ce matin un commentateur, ou une commentatrice plus exactement, qui disait « Oui, mais enfin, on ne comprend pas cet appétit de territoire de la Russie ». Donc c'était décrit, si vous voulez, comme une pure rapacité de territoriale. Non, parce qu'il y a 2 choses. Le territoire russe est immense, mais il est vide, en grande partie. 80% des ressources de la Russie, matières premières, se trouvent en Sibérie, en Extrême-Orient, grignotées progressivement par la Chine, et vous avez une concentration de la population de ces 145 millions d'habitants plutôt sur la partie ouest. Si la grande Russie se déplace ou s'étend à l'ouest, elle reprend entre guillemets sa population russe, elle arrive à une taille critique de 200 millions d'habitants, plus ces territoires de l'Est qui contiennent des matières, elle est en contact direct avec l'Europe, et peut-être on peut rêver que si ça arrive, dans 20 ans,
il y aura une relation apaisée entre cette nouvelle Russie beaucoup plus européenne, qui se sera rapprochée de nous, et les pays membres de l'Union européenne, avec une relation stabilisée, moins antagoniste, parce que peut-être que l'étreinte américaine se sera desserrée. L'OTAN donc s'est élargie depuis la chute du mur, vous l'avez rappelé au début de cette émission, des élargissements successifs qui n'étaient pas prévus dans le premier traité, c'était en 92, je crois que l'OTAN s'était engagée à ne pas s'étendre aux frontières de la Russie, à la mort du pacte de Varsovie. Après, il y a eu des extensions en 2004, en 2007. Donc l'OTAN n'a cessé de s'étendre et d'intégrer des pays. Ça, vous le voyez comme une volonté hégémonique des Américains, la volonté justement d'échapper à un monde multipolaire, de créer une espèce de... Vous avez dit le mot. Il est évident que, vous savez, si on revient à la géopolitique anglo-saxonne, anglaise d'abord, puis américaine, on évoque les noms des grands géopoliticiens, Mackinder, Mahan. Il faut penser que les États-Unis d'Amérique sont une sorte d'île isolée de ce heartland, pour reprendre la terminologie de la géopolitique classique, qui est cette grande masse continentale de l'Eurasie, l'Europe et puis toute la partie asiatique, et que finalement l'Angleterre avant et puis ensuite les États-Unis n'ont eu de cesse que d'essayer d'entretenir les divisions Est-Ouest sur ce continent eurasiatique. Et c'est logique, à partir du moment où l'URSS s'est effondrée, une Union européenne, Europe puissance, aurait pu apparaître si elle s'était émancipée de l'OTAN. L'OTAN, en fait, qui avait été conçue comme une architecture de sécurité et de défense par rapport à la menace potentielle soviétique, n'avait plus de raison d'être. Pourquoi l'OTAN a-t-il été maintenu en 1990 ? Qu'est-ce qui a donné une raison d'être, une raison de survie à l'OTAN ? La guerre des Balkans, qui a été déclenchée, encouragée par les Américains et aussi les Allemands quand ils ont soufflé à l'oreille des Croates, des Slovènes, etc., qu'il fallait sortir de ce giron serbe et de cette mainmise de Belgrade dans l'édifice yougoslave. À partir de là, c'est évident que la défense européenne ne pouvait pas naître. Il n'y a pas de défense européenne, il n'y a pas de politique étrangère et de sécurité commune européenne possible dans un cadre otanien. C'est un dialogue de sourds. Moi-même, quand j'ai été parlementaire européen, j'ai eu la démonstration tous les jours sous les yeux que on ne peut pas construire une Europe indépendante tant que l'Europe restera dans un cadre otanien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'entendre avec les Américains. C'est un grand pays, c'est un partenaire économique, c'est un partenaire stratégique. Il a joué un rôle majeur comme allié dans les 2 guerres mondiales. Et pour autant, dans un monde multipolaire, quand même, l'Union européenne, ses 450 millions d'habitants, ont la capacité géopolitique, en respectant, s'ils respectent les spécificités des nations, c'est essentiel qu'ils ne nient pas les États-nations, de construire un ensemble dans un monde multipolaire. Est-ce que la Russie aurait osé une telle opération si nous n'étions pas 6 mois après le désastre de Kaboul, cet échec... Enfin, en termes de symbolique, c'était incroyable. 20 ans de guerre, 1000 milliards de dollars pour une débandade. Et est-ce que la Russie aurait osé cette opération si ça n'était pas Biden, mais un président peut-être qui donnerait l'impression d'être plus musclé ? Est-ce qu'il aurait fait ça avec un Bill Clinton ou un George Bush ? Ou un Donald Trump, d'ailleurs. La question, c'est que si les Russes, la première raison pour laquelle cette opération est en train de se passer... Pour reformuler ma question, est-ce que le moment est aussi bien choisi en se disant c'est un moment de faiblesse de l'Occident ? Est-ce que Vladimir Poutine a pensé à ça ? Alors, d'abord, c'est difficile de répondre à ça parce que avoir la certitude qu'il y a un lien avec l'Afghanistan, j'en suis pas certain. Moi, je pense que c'est le déroulement logique et l'histoire de la situation. N'oublions pas qu'en novembre dernier, la Russie a posé un ultimatum. La Russie n'a pas agi en se cachant. Elle a dit aux Européens et aux Américains, nous voulons de votre part une garantie claire que l'Ukraine ne sera pas un pays membre de l'OTAN. Et nous voulons un certain nombre de garanties aussi sur
l'absence de transfert de matières militaires sensibles si près de la Russie. L'ultimatum se terminait mi-février. Rien n'a été fait, rien n'a été pris en compte. C'est-à-dire qu'on fait semblant, on a fait semblant d'écouter ou de discuter avec la Russie, mais on n'a absolument pas intégré leurs préoccupations constantes. On n'en a pas parlé. Et donc, ce qui se passe, c'est la suite d'un ultimatum qui a mené à rien du tout. Voilà. Donc, pour moi, en fait, quand j'ai appris ça, j'étais évidemment, comme tout le monde, ému par cette situation et désolé qu'on en arrive à cette issue. Mais malheureusement, je le dirais, je n'ai pas été surpris. Et si vous reprenez d'ailleurs mes différents tweets ces dernières semaines, vous verrez que je fais partie des gens qui n'ont jamais dit que ça n'était pas possible que la Russie lance une intervention en Ukraine. Je ne fais pas partie des gens qui ont dit c'est de la désinformation des services américains qui effectivement le répétaient. Et vous êtes l'un des rares, c'est pour ça aussi qu'on vous a invité, parce que tant d'observateurs avaient l'air 6 sur 2 en disant rien ne se produira. Non, d'abord, il ne faut jamais être sûr de soi. Non, l'histoire nous dépasse toujours. Encore une fois, la géopolitique n'est qu'une approche de l'histoire qui est incomplète, qui parle des intérêts, qui est sur un présupposé de rationalité liée à des intérêts. Or, il y a aussi dans l'histoire les personnes, la psychologie des acteurs clés, donc des décideurs. Moi, je crois dans l'importance dans l'histoire. Vous savez, si je vous renvoie au grand livre de Durosel, etc., sur les facteurs, les grands facteurs déterminants dans l'histoire, eh bien, il y a aussi les grands hommes, enfin les hommes d'État ou les femmes d'État, qui peuvent jouer un rôle absolument clé, le rapport entre les personnes. Il y a une part d'irrationalité dans ça. Est-ce que Vladimir Poutine est en fin de règne je veux dire par là qu'il est au pouvoir depuis 22 ans réellement, même un peu plus. Oui, c'est ça. 99, donc 22 ans, 23 bientôt. On sait toujours qu'après un dirigeant fort, on a souvent quelqu'un qui est un peu moins... certains le disent malade. Est-ce qu'il s'est dit c'est le moment ou jamais effectivement d'intervenir en Ukraine parce que mes successeurs n'auront ni les marges de manœuvre ni peut-être la volonté de le faire? Alors, moi je ne crois pas à l'hypothèse de, vous savez, l'hubris là, des mesures des Romains. Je ne crois pas que Poutine soit dans l'hubris. Je crois que c'est quelqu'un qui est convaincu en revanche que sa mission en tant que président, s'il veut rester dans l'histoire, c'est d'assurer la sécurité de son pays. Et encore une fois, je reviens sur ce mot, la sécurité de la Russie, c'est d'avoir un glacis de protection. Et il a essayé de l'obtenir de diverses manières, en diverses phases, par des négociations, par un soutien à des séparatistes, etc., sur la partie Est. Et puis, il n'a jamais obtenu aucune garantie. Et ces derniers mois, ce qu'il voyait, c'était la progression inéluctable de l'Ukraine vers l'OTAN et la progression ou le transfert inéluctable de matières militaires qui allait être dommageable pour la sécurité. Donc quand vous êtes un leader, vous vous dites, est-ce que j'attends encore un peu? Et plus j'attends, plus l'Ukraine aura des drones turcs, par exemple, Baykar, qui est un drone remarquable, des matériels militaires très importants. Est-ce que j'attends que la situation soit de moins en moins à mon avantage pour réagir? Ou est-ce que je mène une guerre, c'est une guerre préventive qui vise à neutraliser militairement un adversaire qui est en train de grossir à ma porte avec le soutien des États-Unis, avec des conseillers militaires américains qui sont très présents. Un de mes amis qui est passé par l'aéroport de Kiev me disait qu'à l'aéroport même de Kiev, il y a tout un appareil de sécurité privé américain ils sont omniprésents ces derniers temps, les Américains. Il faut quand même le voir, aux portes de la Russie. Donc, vous connaissez cet argument. Est-ce que si près du Texas, etc., ou du Mexique, voilà, les Américains... Si les bases russes s'implantaient à la frontière mexicaine... Alors, je sais que ça peut paraître, mais n'empêche que c'est vrai. C'est tout simplement du bon sens. Est-ce que l'Ukraine n'est pas aussi le dernier avatar de l'Europe d'avant, celle des nationalismes, celle d'États qui ne sont pas constitués autour de nations, puisque la nation ukrainienne est divisée? On le rappelait tout à l'heure, pas seulement d'ailleurs entre russophones et ukrainophones en réalité. Est-ce que si on a une vision optimiste, on peut se dire que c'est le dernier partage sur le territoire européen
qui, une fois le conflit apaisé, dans quelques années, verra sans doute une partie russe, une partie européenne, et que voilà, ce sera la fin de l'histoire en Europe. En tout cas, le nationalisme, si on veut pointer du doigt la Russie sur une optique nationaliste, grande Russie, elle n'est pas seule. Il y a un nationalisme ukrainien qui est celui d'une jeune nation qui, dans sa vision, la vision de l'Ouest d'un certain nombre d'Ukrainiens, incontestablement, il y a aussi beaucoup d'Ukrainiens qui sont favorables à une indépendance de l'Ukraine, qui ne veulent pas être liés à la Russie, c'est incontestable. Ce serait une erreur d'être manichéen et de dire, voilà, tous les Ukrainiens veulent être pro-russes, etc. Ça, c'est pas la réalité. L'Ukraine est un pays fragile, jeune, c'est une construction assez artificielle de l'histoire qui rassemble des partis antagonistes historiquement. Pour moi, la ligne d'arrêt, d'ailleurs, c'est le Dniepr, probablement. Probablement la ligne d'arrêt historique. Voilà. Certains observateurs disent Poutine va s'arrêter au Dniepr et en fait il va organiser la participation de l'Ukraine. C'est l'histoire, c'est les chevaliers teutoniques à l'ouest du Dniepr et puis la Russie de l'autre côté. Et depuis Catherine II, il y a cette volonté de glacis stratégique, de défense. C'est quelque chose de constant. C'est pas un appétit territorial ou une ambition d'expansion vers l'Europe, c'est un besoin de sécurité de la part d'une nation qui, depuis des millénaires, a une vision assez obsidionale, parce que, ne l'oublions pas, c'est une population de paysans sédentaires, donc, qui a vécu des invasions de nomades extrêmement, des invasions brutales, qui même pour certaines pendant 200 ans, les Mongols ont changé la nature ethnique même de la Russie. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est très important dans l'identité de la Russie. Alors, on passe aux questions de ceux qui nous suivent, et que je remercie. On a Petrus, qui pose une question qui revient souvent, la Chine et Taïwan. Est-ce que ce conflit en Ukraine peut être l'occasion pour la Chine d'affirmer ses velléités territoriales sur l'île de Taïwan? Sa question est aussi excellente que le vin, mais... alors la question, c'est incontestablement de savoir s'il y a aujourd'hui, et ça j'ai pas la réponse, mais s'il y a une concertation poussée entre Moscou et Pékin avec des garanties mutuelles, et auquel cas on pourrait s'exposer à un scénario pire qui serait de se réveiller demain ou après-demain ou dans un mois avec un franchissement du détroit de Formose par les forces chinoises et la volonté d'en finir avec ce séparatisme taïwanais du point de vue de Pékin et d'unifier la Russie, la Chine. Vous savez que la doctrine, c'est une seule Chine et deux régimes. C'est ce que tolère Pékin, mais pas deux Chines et deux régimes. Donc cette question existe. C'est la raison pour laquelle je pense que les Européens doivent absolument mieux comprendre ce qui se passe à Moscou pour éviter que ce rapprochement stratégique ne se consolide dans les années à venir. On a tout à y perdre. On a tout à perdre d'une alliance entre la Russie et la Chine qui serait bien plus grave que le sort même de l'Ukraine, de la pauvre Ukraine. Autre question de Tribatois. C'est l'Ukraine qui réclame, à juste titre, son droit à choisir ses alliés. Est-ce que, si on se place du point de vue ukrainien, ça n'est pas juste? Le problème, c'est qu'il y a des points de vue ukrainiens. C'est ça qui est problématique. Donc moi, j'entends bien, je l'ai dit tout à l'heure, j'entends aussi la voix des Ukrainiens de l'Ouest qui sont pro-OTAN, qui sont pro-Union européenne, qui n'aiment pas, pour certains, la Russie, qui sont les héritiers d'autres traditions historiques, mais je suis désolé, une grande partie... pour reprendre les choses, vous savez, à l'ouest, il y a des catholiques, au milieu, il y a des uniates. L'uniatisme, sur le plan religieux, est une sorte de synthèse entre le catholicisme et l'orthodoxie. Et à l'est, il y a des orthodoxes, il y a des russophones. Et quand vous regardez les proportions de russophones, d'orthodoxes, etc., c'est très important. Donc, nul ne pourrait dire, si on faisait les comptes, combien sont pro-russes. La question, elle est simplement, est-ce que c'est pas plus raisonnable d'être un pays neutre, comme l'Autriche, par exemple,
que d'être membre de l'OTAN quand on est aussi divisé, quand on rassemble des populations qui ont reçu des héritages historiques aussi différents. Alors, autre question sur la Biélorussie, on y revient. Dimanche, je crois que le Parlement biélorusse va se réunir pour choisir si ou non des armes nucléaires peuvent traverser le sol biélorusse, je crois. Ils disent effectivement, est-ce que le fait de laisser passer des troupes pourrait révolter les Biélorusses, le peuple biélorusse, et entraîner une chute du régime de Loukachenko, par exemple? Ça peut avoir des conséquences majeures en termes de géopolitique. Alors, la Biélorussie aussi est traversée par cette contradiction. Il faut être clair, il y a une opposition et une jeunesse aussi un peu tournée vers l'Union européenne, contestatrice de Loukachenko, et il y a aussi beaucoup de Biélorusses qui se verraient bien rattachés et vivant mieux à la Russie. Donc tout ça est très compliqué. Nous sommes sur des zones qui sont des zones de contact entre des civilisations différentes, même s'il y a beaucoup de proximité civilisationnelle avec la Russie, nous sommes quand même une civilisation différente. C'est la réalité de l'histoire. Et ces zones de contact font qu'il y a des forces antagonistes. C'est tout simplement du bon sens. Et je pense que ça devrait être l'évidence pour nos politiques, pour nos diplomates, que de se dire comment on invente des solutions qui sont des solutions de compromis viables pour que ces peuples vivent en paix et qu'on ne modifie pas les grands équilibres stratégiques de l'Europe. Le jour où on aura compris que ce n'est pas les Américains qui nous veulent du bien sur ces solutions, parce qu'eux ont intérêt à antagoniser les situations, à les fracturer de manière à ce qu'il y ait des bipolarités fortes et que les uns ou les autres prennent des partis différents, eh bien, je pense qu'on aura fait un grand progrès vers la paix et vers la sagesse. Avant-dernière question, c'est Vlad qui pose la question. Est-ce que la Russie pourrait risquer de s'attaquer à d'autres pays de l'ancien bloc de l'Est, comme par exemple les pays baltes? Alors, les pays baltes font partie de l'OTAN, vous le savez, donc évidemment, là, ce serait une autre paire de manches, puisqu'il y a des traités, nous sommes membres de l'OTAN, article 5, etc. Je ne crois pas. Là, encore une fois, vous savez, c'est très, très imprudent de se risquer à la certitude. Mais très franchement, je ne crois pas que ce soit les buts de guerre de Poutine que de faire la guerre à l'OTAN. Il veut rétablir l'équilibre en Ukraine. Donc je ne crois pas à cette option. Et puis dernière question, Aymeric Choprade, si vous pouviez vous adresser au futur président de la République, celui qui sera élu ou réélu en 2022, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire sur les questions géopolitiques? Que la France n'est jamais aussi grande que quand elle est une puissance de médiation et d'équilibre, qu'elle est elle-même une grande puissance internationale, souveraine, qui a un territoire mondial, grâce à son espace maritime gigantesque, le deuxième du monde, si ce n'est le premier, avec nos différentes prétentions. Et donc, il faut toujours, pour réussir, c'est vrai pour tous les candidats d'ailleurs, être soi-même, être logique et collé à sa vérité. Et une nation, c'est comme une personne. Elle a une identité historique, elle a une jeunesse, elle a une adolescence qui peut être turbulente, elle a un âge de sagesse. Bon, je crois que la nation française, qui est une des plus vieilles nations d'Europe, est une nation qui a atteint cet âge de sagesse. La sagesse, c'est pas l'alignement, c'est pas l'addition de notre puissance à la puissance des États-Unis. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. À ce moment critique, au moment d'un conflit très, très dur, et merci de nous avoir sortis de l'émotion pour justement nous faire rentrer dans la vision géopolitique avec du recul et la distance nécessaire. Merci pour vos questions. Merci à tous ceux qui nous suivent. Continuez bien sûr à commenter cette vidéo, à la partager et puis allez voir sur le site livrenoir.fr énormément d'articles et de vidéos qui, je pense, vont beaucoup vous plaire et vous permettront de mieux appréhender cette période troublée. À très bientôt et très bonne soirée.